Donc on accueille Philippe Vincent, DGER, mais qui a eu de hautes fonctions publiques auparavant, mais qui là va nous parler de formation. On a bien vu que quand on fait un plaidoyer pour l'entrepreneuriat agricole, on parle de formation. Quel que soit le niveau de la formation, on a vu l'ouverture de la formation, ça a été évoqué plusieurs fois, et la capacité d'évoquer beaucoup de sujets. Donc Philippe, je te laisse la parole sur un sujet crucial. Très bien. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'intervenir devant vous, rue d'Athènes, à ce moment de la journée, pour parler de formation et d'enseignement agricole. Ça permet de retrouver des visages connus avec qui j'ai pu travailler à différents moments de ma carrière. Donc c'est un bon moment. Puis faire ça à 13h15, c'est aussi un bon moment pour parler des questions de formation, parce que c'est le moment où on est à pleine mesure de ses capacités. Mais sur l'enseignement agricole, qui est passé pour l'enseignement agricole dans la salle, histoire que je vois un peu? Vous savez tout, donc on pourra aller vite. Merci beaucoup. Je rappelle, l'enseignement agricole, c'est toujours un paradoxe, parce que vu du ministère de l'Agriculture, c'est gros. C'est 40% du budget, 60% des fonctionnaires. Mais vu de la rue de Grenelle, c'est tout petit, c'est tellement petit que ça ne se voit pas. Hein, c'est entre 1 et 2%, ça dépend comment on compte. Parce que d'abord, c'est de la 4e au BTS pour l'enseignement technique. Ensuite, ça va bien évidemment jusqu'au diplôme d'ingénieur et de vétérinaire. Mais il n'y a pas de primaire, donc c'est un dispositif qui est incomplet par structure. Donc ça, je pense que c'est quand même un premier élément à indiquer. En revanche, dans certains départements, ça pèse beaucoup. Dans le département du Cantal, vous avez 20% des bacheliers qui sont des bacheliers d'enseignement agricole. En Bretagne, on est à peu près à 10%. Évidemment, Paris intramuros, à part l'école du Breuil, qui n'est pas totalement intramuros, vous n'en avez pas. Donc il y a une différence très très forte de visibilité. Mais ce qui est certain, c'est que quand vous dites enseignement agricole à Paris, personne ne connaît, mais dès que vous sortez du périphérique, c'est bien connu et honorablement connu. Et je dirais même que ce qui me frappe, c'est qu'au sein du ministère de l'Agriculture, l'enseignement agricole n'est pas toujours si bien connu que cela. En revanche, à l'extérieur, ça fait souvent envie. Je dirais le ministre Blanquer, que j'ai rencontré la semaine dernière au congrès des parents d'élèves de la PEP, il dit « Je suis souvent admiratif de ce que c'est l'enseignement agricole ». Bon, voilà, s'il le dit, c'est que c'est vrai. Donc ça, c'était aussi un point que je voulais souligner d'entrée de jeu. Alors, sur le terrain, un autre point qui me paraît intéressant, c'est que c'est 800 établissements. Donc, dont la plupart qui sont des établissements privés. Ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui est intéressant. Ah oui, normalement, j'avais une... Ah, c'est à moi d'appuyer, pardon. Excusez-moi. À cette heure-ci, c'est toi qui appuies. Ah, cette heure-ci, c'est moi qui appuie, d'accord. Voilà, vous avez un petit peu tout ce que j'ai raconté. Donc, quand même, quelques éléments. C'est 140 000 élèves, 35 000 étudiants, moitié BTS, moitié dans le supplon, et 34 000 apprentis. Donc, cette voie de l'apprentissage aussi qui est importante. Et également les heures stagiaires, c'est-à-dire de la formation professionnelle pour adultes. Donc on a l'ensemble des sujets de la formation. Et ça, je pense que c'est très important dans une assemblée comme la vôtre, parce qu'il y a tout ce qui est la formation initiale, mais il y a également tout ce qui est la formation continue. Et je pense qu'on l'a bien vu dans les profils d'agriculteurs d'aujourd'hui, c'est souvent des gens qui peuvent venir d'ailleurs et qui peuvent avoir besoin ponctuellement de formation. Et ça, je pense qu'il faut vraiment qu'on resserre les liens, parce que sur ces sujets-là, on est vraiment dans une organisation privée, de gré à gré, et on est extraordinairement libre. Donc ça, c'est aussi un message que je voulais vous passer. Donc je pense que c'était les principaux éléments. Autre élément, peut-être seulement 10% d'enfants d'agriculteurs, donc ce qui est 5 fois plus ou 3 fois plus que la moyenne nationale, mais très minoritaire. Ça change complètement de l'enseignement agricole. Pourquoi il a été créé dans les années 60 par le général de Gaulle? Pour que les enfants d'agriculteurs poursuivent leurs études, alors que dans les années 60, ils décrochaient après 14 ans. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a plus de différence avec la moyenne des Français. Et peut-être dernier chiffre, un ratio garçon-fille qui est quasiment à la parité. Donc ça, c'était vraiment les premiers éléments chiffrés. Deuxième élément, peut-être rappeler que l'enseignement agricole prépare à plus de 200 métiers. Ça, je crois que c'est quand même un élément tout à fait essentiel. Donc il y a toujours le cœur agricole, 23%, mais qui est quand même relativement minoritaire, sachant que dans les 23%, vous avez également les formations hippiques,
qui sont très, très importantes numériquement. Donc, ce qui veut dire que sur les formations vraiment agricoles, on est plutôt à 10-12%. Donc, on est vraiment ultra minoritaire. Ensuite, 12%, vous avez tout ce qui est le secteur, on va dire, environnement au sens large. Un secteur service à la personne qui est héritier des anciennes écoles ménagères avec 30% des effectifs. Un secteur agroalimentaire à 3%, ce qui montre aussi ce qu'a dit Jean-Christophe, hein, le fait que dans nos maisons, la transformation des produits n'a pas complètement la place qu'elle devrait avoir. Donc c'est pour nous un vrai sujet. Et puis, dernier point, les formations générales et technologiques qui permettent de faire, bien évidemment, la poursuite d'études, que ce soit poursuite d'études vers vétérinaire, agronome, mais également vers d'autres métiers, médecins, enfin, enseignants, infirmières, enfin tous les métiers plus généraux que l'on peut avoir. Donc, mais ça, je pense que c'est quand même... l'autre élément que je voulais souligner, c'est qu'on a, depuis une dizaine d'années, des effectifs en lente érosion. L'érosion, elle est plutôt sur les filières générales et technologiques et sur les services à la personne, mais pas sur le socle agricole qui tient bien, voire qui se développe. Ça, je pense que c'est aussi un élément très, très, très fort à avoir en tête. On a fait un processus de diversification, mais là, on est vraiment sur tenir sur ce socle agricole, bien évidemment, en diversifiant les formations. Alors, ensuite, je pense que notre enseignement agricole a des spécificités en termes de pédagogie. Ça, je crois que c'est quand même vraiment le fond de notre légitimité. C'est-à-dire que on permet à des jeunes de réussir avec des méthodes différentes. Et les premiers que j'avais rencontrés qui me l'ont bien expliqué, c'est les parents d'élèves. Quand j'ai été nommé directeur général, j'ai reçu une représentante de fédération de parents d'élèves. C'était une dame qui était extrêmement légitime pour parler, parce qu'elle avait 6 enfants, elle en avait mis 5 dans l'enseignement agricole. Et elle m'avait dit, pourquoi j'ai fait ça? Pour 3 raisons. Un, c'est des établissements de taille plus petite, donc les élèves, on les connaît et on s'adapte à eux, plus que l'élève ne s'adapte à la pédagogie. Philippe, on pourra mettre ça sur notre site. Tout ce que tu projettes là, on en aura à la disposition. Je donne tout. Tu donnes tout? Je donne tout. Hein. Non, je dis ça à ceux qui essaient de... Deuxième point, c'est l'importance de l'internat. C'est-à-dire que la pédagogie ne s'arrête pas à la fin des cours, mais se poursuit, d'autant plus qu'il y a une pédagogie de projet. Et le troisième point, c'est que les professeurs, souvent, connaissent autre chose que l'école. C'est-à-dire qu'ils ont souvent été acteurs économiques divers et variés. Et donc, ça ouvre également des carrières pour vous tous, mesdames et messieurs, pour intervenir dans les établissements et éventuellement même de manière rémunérée. Je veux dire, on ne s'interdit rien dans l'enseignement agricole. Donc ça, je crois que c'est vraiment un point extrêmement important dans ce succès. Un autre point sur lequel je voulais insister, c'est que ces établissements, à la différence des établissements d'éducation nationale, ne sont pas des lieux fermés, mais des lieux ouverts, et fonctionnent, alors, pour partie comme l'éducation nationale, avec des fonctionnaires et intégralement pris en charge par l'État, mais pour d'autres segments, comme des entreprises privées. C'est particulièrement le cas des exploitations agricoles, qui sont très importantes. C'est le cas également des centres de formation d'apprentis et des centres de formation professionnelle pour adultes, qui sont vraiment des petites entreprises. Alors jusqu'à présent, il faut le dire, elles travaillaient principalement avec l'argent des régions, mais ça va changer. Et maintenant, le donneur d'ordre, ça va être les acteurs économiques, donc ça va être vous. Donc ça va nous obliger à vraiment écouter vos besoins et vous dire ce que vous attendez en termes de formation. Et ça, c'est vraiment tout le pari de la réforme qui s'engage et qui est une réforme très, très importante. Et puis, le dernier point, c'est les questions de pédagogie. C'est des équipes enseignantes qui cultivent la globalité de l'élève, qui mettent un accent sur la dynamique de projet, qui sont attentives à la pluridisciplinarité, c'est-à-dire que ce n'est pas le professeur dans sa salle seul face à ses élèves, c'est un professeur qui, avec ses collègues, construit un projet qui correspond à l'attente des jeunes et du territoire, une place importante donnée au stage, une place importante donnée à l'expression orale, avec en particulier ces cours d'enseignement socioculturel, où la communication, le rapport à l'autre sont très, très importants, et ce qui permet également de former des représentants agricoles très, très performants
dans ce domaine-là aussi. Et puis, peut-être le dernière caractéristique, c'est que l'enseignement agricole, c'est 5 missions. Formation, bien sûr, insertion, mais aussi expérimentation, en lien avec les instituts techniques et l'INRA, développement d'un territoire, donc c'est vraiment un centre de ressources d'un territoire. Et ça, je pense qu'il ne faut pas le sous-estimer. Moi, j'étais il y a quelques semaines à Saint-Maximin, dans le Var, pour visiter un établissement privé. Et on voit bien que dans une zone comme celle-là, qui change très très rapidement, l'établissement d'enseignement joue un rôle de structuration, notamment pour les éleveurs ovins, pour justement ces questions d'abattoirs mobiles. C'est vraiment tout à fait la problématique que vous avez évoquée et qui est portée dans un contexte particulier par l'établissement. Donc ça, je pense que c'est aussi intéressant que vous l'ayez en tête, parce que je pense que pour les élèves, ça donne aussi cette notion de projet. Ça leur donne l'idée que c'est un centre de ressources au service du territoire. Et puis le dernier, c'est la coopération internationale, qui est quand même aussi une de nos marques de fabrique, avec un investissement très fort, notamment sur Erasmus, puisque globalement, on peut dire qu'on a 4% des bacheliers qui sont formés dans l'enseignement agricole, et que le taux de retour sur Erasmus est 8%, donc on fait 2 fois mieux que notre part, si j'ose dire. Le dernier point sur lequel je voulais vraiment insister, c'est que c'est un dispositif de formation qui évolue en permanence, puisque on s'adapte aux besoins et aux orientations politiques. Mais vraiment, dans l'orientation dernière, c'est vraiment répondre aux besoins des acteurs économiques pour qu'ils aient des salariés bien formés, dont les professionnels agricoles sont associés à la vie des lycées, notamment comme président de conseil d'administration, on doit en avoir peut-être dans la salle, notamment. Deuxièmement, vous êtes également associé au travers des CPC à l'évolution des diplômes, à la construction des diplômes et des compétences qui sont attendues. Ça, je crois que c'est aussi un élément très important. Et aujourd'hui, on travaille principalement sur 3 axes. Le premier, c'est bien évidemment l'économie et la gestion de l'entreprise, pour que justement les élèves soient conscients que l'acte de production, l'acte technique qui les intéresse a priori au départ, ne trouvera sa pleine application que s'il y a une valorisation derrière, et ça, je crois que c'est important. Il faut aussi avoir en tête qu'on produit et on transforme dans les établissements, et que souvent, on a des boutiques. Et ça, je pense que cette dimension de la boutique permet également aux jeunes justement d'intégrer cette dimension de commercialisation que certains d'entre vous ont évoquée, mais permet également d'abriter des agriculteurs qui peuvent vendre dans ce lieu. Et ça, je pense que c'est aussi un élément intéressant. Donc ça, c'était vraiment le premier axe. Le deuxième axe, c'est agroécologie. C'est comment faire en sorte que l'on puisse prendre ce tournant vers moins de pesticides, voire à terme vers plus de pesticides. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est un axe fort. Et puis, le troisième, c'est vraiment l'adaptation aux enjeux territoriaux. Et ça, je crois que c'est aussi un élément qui est important pour nous, qui est que on a des marges d'autonomie absolument considérables dans les référentiels. Donc les enseignants, si une demande leur est exprimée, et si c'est repris dans le projet d'établissement, peuvent adapter leur référentiel pour répondre à ces préoccupations. Sachant qu'on forme bien sûr des chefs d'exploitation, mais aussi des salariés, des chefs de culture. Donc il faut trouver ces différentes formations avec quand même des nombres d'élèves qui restent relativement limités. Et puis après, un dernier sujet, c'est que là, on va lancer à la demande du ministre une réflexion qui sera ouverte le 1er juillet, justement sur les attentes du monde professionnel en termes de rénovation de diplômes, voire de création de nouveaux diplômes. Donc là-dessus, vous êtes bien évidemment invité à vous associer à nos travaux, parce que c'est très très important d'avoir votre apport. Donc voilà ce que je voulais vous dire de manière assez rapide, c'est que le ministre Didier Guillaume a dit l'enseignement agricole, c'est une pépite. Et c'est vrai que c'est un dispositif qui marche bien, parce que spontanément, on a un certain nombre d'élèves qui ne sont pas toujours ceux qui partent avec les meilleurs atouts dans la vie.
Et à la fin, ils ont des taux de réussite aux examens qui est largement supérieur à l'éducation nationale, et surtout des taux d'insertion professionnelle qui sont sans commune mesure. Donc c'est quelque chose dont on peut être vraiment légitimement fier. Et puis, à un moment où l'éducation nationale fixe comme priorité la formation professionnelle, on a quelque part un peu d'avance. Donc il faut garder cette avance, et cette avance, on ne pourra la garder que si le monde agricole s'investit complètement et utilise cet atout, parce que ça n'a de sens que si, ensemble, on trouve des moyens de le faire vivre et de lui permettre de s'adapter en permanence à vos besoins. Donc c'est vraiment le message que je voulais vous passer. On déjeunait l'autre jour avec la présidente de Vivea, et je lui dis finalement, je vais vous faire une confidence. C'est quelqu'un qui est à la FNSEA, parce que j'ai eu une carrière où j'ai beaucoup travaillé avec les gens de la FNSEA. Et depuis que je suis à la DGER, je les vois beaucoup moins. Et donc je lui ai dit, je vais vous faire une confidence, quelque chose que j'aurais jamais imaginé. Vous me manquez, et je vous dis, vous devriez venir plus souvent nous rencontrer pour vous investir sur les sujets de la formation. Donc voilà, nous sommes avenue de Lovendal, vous êtes bienvenus. Merci Philippe.